Bonjour. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé Les séquelles fonctionnelles et qualité de vie après duodénopancréatectomie céphalique. Je vous présente l'expérience de notre service de chirurgie viscérale A au CHU Hassan II de Fès. Donc, les duodénopancréatectomie céphalique est une source potentielle de séquelles digestives liées au montage chirurgical et d'insuffisance pancréatique exocrine, voire endocrine. Les séquelles fonctionnelles de l'opération sont bien connues, en particulier grâce aux études évaluant les différents montages chirurgicaux. Les conséquences sur la qualité de vie, par contre, n'ont pas été très bien évaluées. Pourtant, la mesure de la qualité de vie est un outil d'évaluation des thérapeutiques dont l'usage est recommandé car il place le malade au cœur du processus décisionnel. L'objectif de notre étude était d'évaluer les effets des séquelles fonctionnelles de la DPC sur la qualité de vie. On a essayé d'éviter de prendre en compte les effets en rapport avec la maladie causale pour ne considérer que les séquelles en rapport avec l'intervention elle-même. Donc pour les matériels et méthodes, on a réalisé une étude rétrospective uniquement dans notre centre. Nous avons essayé de colliger tous les patients qui ont été opérés pour une duodénopancréatectomie céphalique entre 2010 et 2016. On a recensé 64 cas et on a réalisé des études de dossier avec une enquête téléphonique après laquelle on a retrouvé que 20 patients étaient décédés, 24 patients ont été perdus de vue et 2 patients ont été en récidive tumorale, donc ils étaient exclus, pour ne retenir que 18 patients qui étaient indemnes de toute récidive au-delà d'un an après l'intervention. Donc les patients ont répondu à 2 questionnaires qu'on a établis. On a établi d'abord le GICLI qu'on a essayé de traduire un peu en arabe, donc le Gastrointestinal Quality of Life Index, donc qui est un questionnaire de qualité de vie qui comporte 36 items qui sont notés de 0 à 4. Et les items sont regroupés dans 4 grands chapitres qui sont les symptômes, la condition physique, les émotions et l'intégration sociale. Et le deuxième questionnaire était un questionnaire qui évalue les dimensions fonctionnelles relatives aux fonctions pancréatiques, exocrines et endocrines. On a réalisé une étude statistique par le programme SPSS et bien sûr les statisticiens ont réalisé une étude de fiabilité interne qui a retrouvé que la corrélation du GICLI, enfin du questionnaire de qualité de vie était statistiquement fiable. Un P inférieur ou égal à 0,05 était considéré comme significatif. Donc l'âge moyen de nos patients était de 61 ans avec des extrêmes allant de 42 à 85 ans. On avait 7 femmes pour 11 hommes, soit un sexe ratio de 1,6. La moyenne de survie après l'intervention était de 36 mois, soit une médiane de 38,5 mois. 12 patients étaient opérés pour des tumeurs de la tête du pancréas, 5 patients pour des ampulomes vatériens et une patiente pour un cholangiocarcinome du bas-cholédoque. Tous les patients ont eu une intervention selon Whipple avec un montage, un rétablissement de continuité selon Child. Ce tableau est un récapitulatif des réponses des patients, des 18 patients, au questionnaire des séquelles fonctionnelles. Donc les items de ce questionnaire étaient le nombre de selles, la consistance, la prise ou non de traitement antidiarrhéique, l'aspect de ces selles, est-ce qu'il y a une stéatorée ou pas, la prise de traitement enzymatique de substitution, la prise d'antidiabétique après l'intervention et le retour au poids normal après l'intervention. 14 de nos patients rapportaient des selles inférieures à 3 par jour, contre 4 qui en avaient plus, car il y en avait plus de 3. La consistance des selles était pâteuse chez 10 patients et 8 avaient des selles normales. 7 de nos patients avaient besoin de prendre un traitement antidiarrhéique pour lutter justement contre cette diarrhée provoquée par l'intervention. 11 n'en avaient pas besoin. 13 patients avaient des selles, une stéatorée, 5 n'en avaient pas. Pour le traitement enzymatique substitutif, il y a que 4 patients qui en prenaient, 14 n'en prenaient pas. Et là, il faudrait qu'on signale que c'est pas par non-nécessité, mais c'était plutôt par difficulté de se procurer le traitement, puisqu'il est difficile de se le procurer ici au Maroc. 12 patients avaient été obligés de prendre un traitement antidiabétique oral suite à un diabète induit par l'intervention. 6 patients n'en avaient pas besoin, soit parce qu'ils étaient diabétiques avant l'intervention, soit qu'ils n'ont pas présenté de diabète après l'intervention. Et on n'avait qu'un seul patient qui a repris un poids normal après l'intervention, contre 17 patients qui n'ont jamais récupéré le poids d'avant l'intervention. Alors, les items, les grands chapitres du questionnaire GICLI de la qualité de vie sont le traitement médical. Il y a une seule question qui inclut le traitement médical, 4
en rapport avec l'intégration sociale, 7 questions en rapport avec les conditions physiques, 5 avec les émotions, 19 en rapport avec les symptômes, soit un score idéal de 144, mais nous allons le voir sur la slide suivante. Le score idéal qui a été retenu, c'était de 126. Alors, la moyenne du score de qualité de vie dans notre série était de 74,5. Les 126 dont j'ai parlé tantôt, c'était lors de l'étude qui a validé en langue française, en français, le questionnaire GICLI et qui a retrouvé un score idéal de 126 chez des patients qui sont sains. Un score moyen de 96 a été retrouvé chez des patients qui avaient des pathologies chirurgicales digestives, autres que bien sûr les tumeurs pancréatiques. Dans notre étude, le score moyen était de 74,5%, ce qui suggère que la qualité de vie de nos patients était effectivement altérée après une duodénopancréatectomie céphalique avec une diminution d'environ, d'en moyenne, 40%. Puis, on a essayé de corréler le score de qualité de vie avec les séquelles fonctionnelles retrouvées lors de cette intervention. Et l'étude statistique nous a permis, enfin, n'a pas montré de corrélation entre la nature histologique de la tumeur, le nombre et la consistance des selles, l'apparition d'un diabète après l'intervention, la perte de poids après l'intervention. Donc, aucune corrélation entre la qualité de vie, aucune altération de la qualité de vie en rapport avec ces paramètres-là. En revanche, on a retrouvé un lien significatif, altérant significativement la qualité de vie entre l'aspect graisseux des selles, stéatorées, la prise de traitements enzymatiques substitutifs et la prise de traitements de médicaments antidiarrhéiques. Donc, comme le montre ce tableau, en corrélant l'aspect pâteux, l'aspect graisseux, la stéatorée avec la qualité de vie, les 13 patients qui avaient une stéatorée avaient un score moyen de 64, contre 88 pour les patients qui ne se plaignaient pas de stéatorée avec un P significatif à 0,005. Les patients qui ne prenaient pas de traitement enzymatique traitement substitutif d'enzymes pancréatiques ont vu leur score moyen descendre à 64 contre notre moyenne de 74,5 et contre 90 pour les patients qui en prenaient avec un P significatif à 0,04. Et pour la prise des traitements antidiarrhéiques, les 7 patients qui en prenaient avaient un score moyen de 65 contre 84,5 pour les patients qui n'en prenaient pas, donc avec un P significatif à 0,042. Donc on a essayé de faire une revue de la littérature et il existe de nombreux questionnaires de qualité de vie qui sont plus ou moins spécifiques. Le Gastrointestinal Quality of Life Index est spécifique des pathologies digestives et il a été validé en plusieurs langues. La plupart des études de qualité de vie après DPC qui ont été conduites par des questionnaires variés, autres que celui qu'on a utilisé, c'est-à-dire le GICLI, ne montraient pas vraiment d'altération par rapport à... Il y a des études qui l'ont comparé avec des interventions bénignes, notamment la cholécystectomie, et d'autres avec d'autres interventions. Il n'y avait pas vraiment d'altération significative de la qualité de vie. Et les auteurs de ces travaux expliquaient ce phénomène avec, malgré la fréquence bien sûr et la gravité des séquelles digestives et nutritionnelles après une intervention telle que la DPC, ils l'ont expliqué par le fait que ces patients subissaient une intervention assez lourde, et donc quand ils voyaient qu'ils dépassaient ce cap de l'intervention, ils, soi-disant, sous-estimaient ou négligeaient un petit peu les séquelles qu'ils avaient. Donc, par contre, le GICLI il a été retrouvé dans 3 études, dont une en 95 par McLeod, une équipe à Toronto, ayant utilisé l'ancienne version qui incluait 32 items. On a retrouvé une autre étude également qui a utilisé le même score que nous, mais qui était limitée uniquement au DPC pour pancréatite chronique. Ils avaient un taux moyen de 93. Et l'étude qui est vraiment comparable à la nôtre, c'est l'étude de Lepage, d'une équipe de Lyon, qui a été réalisée en 2008 et qui a inclus 30 patients sur une durée de 16 ans. Et ils avaient un taux moyen de GICLI qui était à 94. Notre série inclut 18 patients et le score moyen était de 74,5%. Les séquelles qui ont été qui altéraient significativement la qualité de vie dans l'étude de Lepage étaient la prise de traitement antidiarrhéique et l'aspect graisseux des selles, qu'on retrouve également dans notre série. Par contre, le 3e item, dans l'étude de Lepage, était la prise d'enzymes de substitution, alors que dans notre série, c'était plutôt la non-prise.
la non-prise d'enzymes de substitution qui altérait considérablement et significativement la qualité de vie après l'intervention. Ces liens significatifs observés entre la prise de traitement antidiarrhéique ou la prise de traitement enzymatique substitutif altéraient surtout les sous-chapitres en rapport avec les séquelles fonctionnelles. Et donc, l'explication qu'on a, c'est que cette altération, cette corrélation est à l'origine d'une altération de la qualité de vie sur deux composantes, parce que c'était les deux composantes qui étaient le plus influencées, la composante sociale et la composante physique. Le lien qu'on a observé entre les selles pâteuses, les selles graisseuses, et l'altération de la qualité de vie pourrait être expliqué par le fait que l'insuffisance pancréatique exocrine représente le symptôme le plus important, le symptôme qui altère le plus la qualité de vie après la duodénopancréatectomie céphalique. On a quand même relevé certaines limites à notre étude. Donc c'est une étude rétrospective. Donc normalement les études prospectives de qualité de vie, elles comportent en général une mesure préopératoire et une mesure post-opératoire. Donc malheureusement nous n'avons pas pu relever la qualité de vie en préopératoire. Donc on peut pas comparer l'avant-intervention à l'après-intervention. On a aussi un échantillon qui est faible, 18 patients, ça pourrait constituer un biais à notre étude. Et puis, les comparaisons entre les qualités de vie de nos patients étaient à des délais différents, des délais post-opérateurs variés, ce qui pourrait constituer également une limite à notre étude. Et donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les conséquences fonctionnelles de la duodénopancréatectomie céphalique doivent être prises en compte, car elles influencent significativement la qualité de vie post-opératoire. La duodénopancréatectomie céphalique elle est associée à une réduction de 40% de la qualité de vie à long terme en rapport avec les séquelles digestives de l'intervention. Le questionnaire GICLI est un outil pertinent pour mesurer le retentissement des séquelles fonctionnelles de la DPC sur la qualité de vie, et il pourrait être utilisé pour évaluer les différents montages chirurgicaux. Je vous remercie.